Bonjour, vous êtes sur la deuxième partie de ce débat, je vous invite donc à écouter la première partie si ça n'est pas encore fait. Bonne écoute. Il fait des films touristiques, c'est très bien. Ok. Écoutez, si on est passé sur Dune, on peut passer à la suite de cette émission et aborder nos films personnels en fait qu'on a découverts cette année 2021 mais qui ne sont pas de 2021 et sur lequel donc je vous avais demandé de vous exprimer. Je vous avais retenu tous, et moi y compris, on a tous retenu un film. Antonin, donc tu avais envie ce soir de nous parler d'un film que tu as découvert très récemment et en ma compagnie. Oui, eh bien figurez-vous que chaque année pour Halloween, j'essaye de trouver des films qui ne font pas peur. Voilà. Ce qui est une démarche un peu particulière, hein, mais c'est parce que je les regarde en général en compagnie de quelqu'un qui n'aime pas quand ça saigne, qui n'aime pas quand ça fait peur, qui n'aime pas quand eh bien ça... Comment dire, c'est anxiogène. Donc, je dois réaliser le défi de trouver un film d'Halloween qui ne fasse pas peur. Tu veux nous parler du film ou tu nous parlais de ton couple qui bat de l'aile, là, j'ai pas compris. Non, c'est pas dur. J'explique juste le contexte qui est que voilà, c'est compliqué à trouver, hein. Mais j'avais trouvé donc il y a 2 ans maintenant un film donc qui s'appelait Babysitter, donc qui était le 1, qui était une sorte de Home Alone en plus trash. Voilà, c'est-à-dire un maman j'ai raté l'avion, mais avec une babysitter sataniste et puis des gens qui finissent pendus. Bon, mais voilà, l'aspect humoristique donnait un peu le sel qui faisait que ça ne faisait pas peur. Donc, je m'étais dit, bon, rebelote, il y a le 2 qui est sorti, valeur sûre. Et donc, j'ai décidé de le tester avant quand même de le voir avec la personne en question. Donc, en le regardant effectivement avec toi, Corentin, pour voir si c'était potable ou pas. Et je dois avouer que je suis très partagé parce que, eh ben, c'était pas terrible, mais en même temps, j'ai bien aimé. C'est-à-dire que le film est d'une décontraction qui est surprenante. C'est-à-dire que autant le premier, bon, il y avait ce côté un peu satirique, cynique, voilà, un peu grotesque, un peu farcesque, mais ça passait. Et le 2, c'est ça, mais disons que le réalisateur, je pense, n'en a plus rien à foutre. C'est-à-dire que il y a ce niveau de trash, voilà, de je ne sais pas quoi, qui a été, ils ont poussé les potards à fond, quoi. C'est-à-dire que le film commence tout doucement et puis paf, voilà, paf, quelqu'un de décapité, mais d'une manière toujours grotesque. Et c'est gros doigts, c'est-à-dire que le film n'est pas fin, quoi. C'est d'une finesse qui confine, voilà, la lourdeur de quelqu'un qui a trop bu en soirée, mais en même temps, bah, j'ai bien aimé. Voilà, et donc je voulais vous partager ce sentiment partagé, parce que voilà, je trouve que c'est une expérience à faire. Bon, par ailleurs, c'est marrant parce que du coup ils ont pris des acteurs un peu en vogue et il y a, comment ça s'appelle, donc la jeune fille qui joue aussi dans You, qui joue la petite sœur dans la saison 2 là, qui joue pas mal du coup. Mais c'est voilà, donc c'est un film que j'ai bien aimé, qu'il faut regarder vraiment, voilà, en débranchant le cerveau. Et je suis pas mécontent au final de l'avoir trouvé parce que du coup, bon, ben, ça m'a quand même dépanné pour Halloween. Et j'en viens donc à vous dire que si jamais vous avez des suggestions pour le prochain Halloween d'un film d'Halloween qui ne fasse pas peur, eh bien je suis tout oui. Eh bien, écoutez, je souscris à ce qui vient d'être dit parce qu'effectivement, j'ai été
j'ai subi ce film effectivement aux côtés d'Antonin. Je voudrais juste signaler comme ça, à tout hasard, que le réalisateur s'appelle, donc son nom de scène, si on peut dire, c'est McG. Il s'appelle Joseph McGinty Nicol, et en fait il se dit McG. Et juste, je vais vous citer sa filmographie. Comme ça vous donnera une idée du niveau de Babysitter Killer Queen. Donc McG est le réalisateur de Charlie et ses drôles de dames, de sa suite, Charlie Angels, les anges se déchaînent. Il est également le réalisateur de Terminator Renaissance en 2009. Donc, si vous voulez, ce petit panel-là devrait vous donner quelques pistes sur le genre de film que vous allez voir, en sachant qu'évidemment, Babysitter Killer Queen est plus proche de Charlie Angels que de Terminator, mais n'empêche que... Et oui, je suis d'accord, je déteste l'expression en général de « on débranche son cerveau pour voir un film », et je crois qu'elle n'a jamais été aussi bien employée que cette fois-ci, puisqu'effectivement, force est de constater que sans ce procédé-là, il va vous être difficile peut-être d'apprécier ce film-là, mais n'empêche que effectivement, ça fait du bien de voir un film un peu con-con, dont Netflix a le secret, un petit peu comme Le Paquet, dont je ne taris plus d'éloges depuis maintenant des années. Voilà. Quentin, je fais plus du tout par ordre alphabétique finalement, mais Quentin, est-ce que tu veux nous parler toi de ton film que tu as découvert cette année mais qui n'est pas si vieux non plus? Oui, alors moi ce sera très bref parce que d'autant plus que vous en avez déjà tous les deux parlé à l'époque, l'année où il est sorti. Du coup moi je l'ai découvert cette année, donc c'est First Man de Damien Chazelle, donc l'histoire de... Finalement pas de la conquête spatiale, mais de finalement l'histoire de Neil Armstrong, de sa vie, du moins pendant les années de préparation et les premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc voilà, juste l'ai découvert cette année, j'ai été très touché par le film, je m'attendais pas du tout en fait je m'attendais pas du tout à ça en fait, comme histoire, comme cadrage en tout cas. Le fait de vraiment de s'attarder sur la vie de Neil Armstrong et surtout sur les grosses difficultés auxquelles il a pu faire face sur le plan familial et comment justement les missions de la NASA l'ont aidé ou pas à traverser ces épreuves. Voilà, je veux pas non plus spoiler puisque je suis très connu pour ça. Et du coup, ouais, j'ai trouvé le film très 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 beau, très intimiste, très... Finalement, j'ai vu qu'il s'était fait un peu taxer d'anti-patriote parce qu'on filme pas le planter de drapeau sur la Lune, mais en fait, c'est pas du tout ça l'objet du film. C'est pas comment l'Amérique a conquis la Lune, c'est comment un homme est allé sur la Lune pour sa fille, et voilà, c'est extrêmement beau, c'est très touchant, c'est un super film, et on a beaucoup parlé de musique pendant cette émission, mais là pour le coup la musique est grandiose, et depuis que j'ai vu le film, je me l'écoute en boucle, vraiment, enfin je sais pas si vous avez un souvenir de cette bande son, mais vraiment elle est magistrale, et voilà, je me l'écoute en boucle depuis que j'ai vu le film. Mais c'est vrai que moi, si j'en ai un souvenir de 2018 parce que je l'avais vu en salle et je pense que je l'ai vu avec toi, Antonin. Je crois qu'on l'a vu ensemble. J'ai un doute, hein, mais il me semble qu'on était allés le voir ensemble. Et le truc, c'est que j'ai souvenir, si je dois résumer un de mes souvenirs du film, c'est bon, au-delà effectivement de l'aspect personnel de Neil Armstrong et comment tu vois que c'est pas qu'un nom dans un livre d'histoire, ça a été aussi un humain et à travers toute la vie qu'il a vécu, son rapport avec sa femme, etc. Ce dont je me souviens le plus dans le film, c'est le fait que t'as le sentiment que putain, on a envoyé des gens dans l'espace dans une boîte de conserve qui fermait mal, quoi. Tu vois, c'est ce côté en fait où on se rend compte du bon technologie qu'on a fait, où on se rend compte aussi du courage qu'ont eu ceux qui ont été dans la mission Apollo 11 donc en 69, et ça me tue, et je trouve que le film le rend très bien avec cette idée où on voit, tu sais, on sent les vibrations, on voit les rivets qui sont prêts à sauter, on sent que les mecs qui sont partis dans l'espace avec un ordinateur qui devait avoir la capacité de nos Casio ou de nos Texas quand on était au lycée. Non mais c'est vrai. Et c'est ça qui m'a, moi, profondément marqué, que j'ai trouvé assez exceptionnel. Mais clairement, les mecs, ils avaient le cul posé sur un missile prêt à péter, quoi. Bah, d'ailleurs, on en voit un très bon exemple dans le film de ça. Oui, tout à fait. Voilà, c'était juste 2-3 mots dessus. Et
Et du coup, je l'avais raté à sa sortie en salle et je suis ravi de l'avoir rattrapé. Je trouve que c'est vraiment un super film. Antonin, t'avais un mot à dire sur First Man ? Non, je souscris à peu près à ce qui est dit. D'accord, écoutez, je fais juste je signale au passage que, parce que Quentin t'en a parlé, je crois, dans tes attentes, c'est toi qui as parlé de Babylone de Damien Chazelle ? Oui. Ouais, effectivement, voilà, Damien Chazelle va revenir, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais reviendra donc en 2022 avec Babylone, dont je ne connais absolument pas le synopsis. Je sais pas du tout de quoi il est question, mais j'ai vu effectivement qu'il allait revenir pour la fin d'année 2022. Et en fait, j'ai même envie de te mettre un carton jaune, Quentin, parce que c'est un film 2022 certes, mais la sortie en France sera en 2023. Bon, j'en parlerai pas. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à en dire, hein. Juste que j'attends ce film de plein pied, mais c'est tout. Mais tu l'attends surtout pour son réalisateur et plus que pour son synopsis. C'est ça. Bon, je me craque les doigts. En ce qui me concerne, je vais vous parler, si vous me l'autorisez, rapidement bien sûr, je vais essayer de respecter aussi les temps de parole, de Dagon, un film de Stuart Gordon sorti en 2001 que j'ai découvert cette année, que j'ai acheté une belle édition Blu-ray en occasion. Et franchement, j'en attendais pas spécialement grand chose parce que je suis souvent très bienveillant à l'égard des films un petit peu, on va appeler ça non pas nanardesque mais nanardisant, j'ai envie de dire, qui flirtent un peu avec ça, qui ont de très bonnes idées mais souvent pas le scénario, le budget pour les réaliser. Donc j'ai acheté ce film parce que j'avais été intrigué notamment par le nom de son réalisateur qui était et qui est toujours Stuart Gordon. Et Stuart Gordon, c'est quelqu'un que j'apprécie et qui est un nom qu'on connaît un petit peu quand on commence à s'intéresser au cinéma d'horreur, notamment parce que Stuart Gordon a réalisé quasiment, c'était son premier film d'ailleurs, Reanimator, qui était une adaptation déjà qui s'inspire de l'univers de Lovecraft, et c'était le cas de Dagon aussi, on en reparlera. C'est aussi lui qui a réalisé Dolls, ou Les Poupées, que je vous avais projeté littéralement d'ailleurs, il y a déjà 2 ans. Il y a 2 ans, chez toi Quentin d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez de Dolls. Oui, très bien, oui. Et voilà, et Stuart Gordon, c'est quelqu'un que je trouve vachement intéressant. C'est quelqu'un qui est pas forcément très très connu, mais qui a une patte très reconnaissable et qui s'inspire dans toute la carrière et marqué par l'empreinte de H.P. Lovecraft. Et ce film est arrivé cette année dans un contexte tout à fait propice, puisque l'année dernière, je me suis vu offert, donc il y a un an pile en fait, à Noël, on m'a offert quelques ouvrages de Lovecraft, notamment justement Dagon, Cthulhu, des recueils, des trucs comme ça. Et je suis vraiment tombé, évidemment, pamoison, vraiment en amour pour Lovecraft. J'aime beaucoup cet univers-là, que j'avais déjà rencontré à travers des adaptations indirectes, comme par exemple certains films de Carpenter, comme L'Antre de la Folie, ce genre de choses. Et là, enfin, je me suis frotté directement au matériau d'origine et j'ai adoré ça. Donc effectivement, quand j'ai vu Dagon en Blu-ray, j'ai acheté tout de suite parce que j'avais lu notamment la nouvelle Dagon. Alors Dagon, ce que j'aime bien, c'est que le film de Stuart Gordon s'appelle Dagon alors qu'il n'est pas l'adaptation de Dagon. Déjà, c'est un premier point que je voulais signaler qui me surprend, dont j'ai pas l'explication encore, hein. Mais Dagon est en réalité l'adaptation d'une autre nouvelle de Lovecraft qui s'appelle Le Cauchemar d'Innsmouth. Donc ça n'a pas grand chose à voir avec Dagon, donc pourquoi, me demandez pas, j'ai pas la réponse. Et le film est d'autant plus aussi exceptionnel sur un autre aspect, c'est que c'est un film qui n'est sorti qu'en Espagne. Alors que c'est un film d'un réalisateur américain, hein, ou il est peut-être britannique, Stuart Gordon, j'ai un doute. Je vais vérifier. Non, il est bien américain. Donc, Dagon est sorti qu'en Espagne, est un film officiellement espagnol puisqu'il a eu une production espagnole, scénario espagnol. Il a toute son équipe qui a travaillé dessus était majoritairement espagnole, et y compris une partie de ses acteurs. Donc, et qui, sauf erreur de ma part, parle quand même en anglais. J'avoue que j'étais pas sûr de la version originale quand j'ai regardé le film. Ce film-là, je vous le conseillerais autant que je conseille Los Angeles 2013. C'est-à-dire que c'est un film, si vous passez au-delà son aspect hideux en termes d'effets spéciaux, heureusement qu'ils ne sont pas trop présents, comme Los Angeles 2013, c'est un film qui est une belle surprise. Si vous aimez cet univers de Lovecraft, je crois que Dagon est peut-être une des meilleures adaptations de Lovecraft à ce jour.
notamment parce que Lovecraft n'a pas eu beaucoup de bonnes adaptations, on va être honnête. Tu parles au cinéma. Ah oui, bien sûr, au cinéma. Parce qu'en manga, il y a des perles. Hein. Ah, ça j'en doute pas, d'autant que ça peut être tout à fait, je pense, le genre de matériau qui se prête très bien à la bande dessinée ou au manga. Oui, non, mais les japonais, les tentacules... Voilà, c'est bien parce que je pensais pas qu'on pourrait être aussi raciste en 2 mots, tu vois. Ouais, les japonais, les tentacules, c'est vraiment... Pour quelqu'un qui n'a jamais vu d'animé, c'est complètement incompréhensible, mais... Non mais, d'animé ou de hentai, mais après... oui, bon, effectivement, bon, laissez-moi développer mon idée. Non, effectivement, je pense que Lovecraft a eu d'autres formes d'adaptation qui sont peut-être beaucoup plus... ont été beaucoup plus fructueuses, en tout cas plus intéressantes, mais en termes de cinéma, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Et c'est dommage. Et l'antre de la folie ? Oui, l'antre de la folie aussi, mais l'antre de la folie, c'est pareil, c'est indirect, c'est pas de l'adaptation, c'est de l'adaptation d'univers, pas de l'adaptation de nouvelles. C'est ça en fait le truc. J'ai aussi d'ailleurs découvert en 2021 un film à sketch qui s'appelle Necronomicon, qui a été réalisé par Brian Yuzna, Christophe Gans et Shusuke Kaneko, qui est en fait un film à sketch de 3 films qui adaptent aussi l'univers de Lovecraft, et dont Lovecraft est le fil conducteur de ce film, puisqu'il est directement joué par un acteur. Mais bon, peu importe. Revenons sur Dagon. Dagon, si vous voulez avoir quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'univers de Lovecraft, honnêtement, je lui recommanderais, parce que Dagon montre bien l'univers poisseux, et le mot poisseux est choisi à dessein, l'univers poisseux de Lovecraft. En fait, puisqu'il s'agit tout simplement je crois que c'est d'un couple au départ, ou en tout cas d'un personnage qui se retrouve sur une île. Et cette île, les habitants vont avoir un comportement de plus en plus étrange, jusqu'à ce que finalement on finisse par comprendre qu'ils sont, on pourrait dire, les esclaves qui sont en train de muter d'une espèce d'entité qui nous dépasse tous, puisque c'est un grand ancien, si on respecte l'univers de Lovecraft, qui est ce grand ancien, en l'occurrence Dagon, d'où le lien avec le nom du film, mais bon, peu importe. Et donc tous ces gens-là sont en train de se transformer en créatures maritimes. Ils sont en cours de mutation. Donc ça peut, si vous voulez avoir une image de ça, c'est un peu ce qu'on va retrouver plus tard dans le Pirates des Caraïbes 2. Vous voyez cette image de ceux qui sont aux commandes du Hollandais volant et qui commencent à devenir, à se fusionner avec la mer et avec le bateau. Ben voilà, ça c'est clairement pour le coup une inspiration très Lovecraft, et ça on le retrouve dans Dagon, et c'est cette atmosphère là poisseuse, donc vraiment littéralement de poisson pour le coup. Il y a vraiment ce truc là. Lovecraft avait une obsession sur tout ce qui venait de la mer, une crainte, quasiment une thalassophobie. Et du coup il y a des tentacules ? Alors, est-ce qu'il y a des tentacules dans Dagon ? Je suis pas certain. Des tentacules dans Lovecraft, c'est clair. Enfin, dans Lovecraft, avec tout le respect. Dans les œuvres de Lovecraft, il y en a. Dans Dagon, je suis pas certain. J'avoue que j'ai un petit doute. Mais sincèrement, si vous voulez vous frotter à cet univers poisseux, horrifique, mais fantastique aussi, parce que là, on peut parler de fantastique au sens où on l'avait défini, nous, à travers Todorov, Svetan Todorov, sur le fait que c'est le surnaturel qui intervient dans un monde... qui nous est commun, réaliste, mais c'est ça. C'est vraiment, il y a cette dégringolade dans l'enfer, dans le fantastique, que j'ai trouvé particulièrement bien représentée, et pour avoir lu l'œuvre d'origine, je trouve que c'est une très bonne adaptation si l'on ne met, encore une fois, les effets spéciaux qui sont, je qualifierais très sobrement de vomitifs. Et du coup, pourquoi ça s'appelle Dagon si c'est le cauchemar d'Innsmouth ? Parce qu'en fait, je pense que Stuart Gordon invoque... en fait, il le dit dans le film. Dagon, c'est le nom, donc je te dis, d'un grand ancien. Et en fait, Dagon est évoqué dans ce film-là comme étant l'objet du culte le culte que vouent les habitants, ils vouent leur culte à Dagon, et c'est ça pourquoi c'est lié avec ça. Mais en réalité c'est plus proche de la, effectivement c'est avant tout le cadre, c'est l'adaptation de la nouvelle de Cauchemar d'Innsmouth. Mais disons que de toute façon, comme il y a beaucoup d'intertextualité chez Lovecraft, les œuvres entre elles se répondent et sont liées. C'est pas forcément une idée absurde, si tu veux. Mais ce qui est bizarre, c'est le fait de l'appeler comme ça, alors qu'il y a déjà une œuvre qui s'appelle Dagon et que c'est pas l'adaptation de celle-ci. C'est surtout ça qui pose problème.
D'accord. Voilà, il aurait pu, si tu veux, appeler son œuvre Cthulhu et faire de l'ennemi principal Cthulhu, mais ça aurait pas été l'adaptation de la nouvelle Cthulhu de Lovecraft. Enfin voilà, tout ça pour vous recommander effectivement Dagon, si vous ne l'avez pas vu, qui est un film, je pense, assez rare, notamment à cause de sa sortie, dont j'ai eu, je pense, la chance de trouver une édition, qui est une édition très récente parce qu'il n'y en avait pas avant. Mais voilà. Et je voulais surtout vous partager en tout cas mon amour de Lovecraft et vous recommander chaudement de vous pencher dans son univers et dans ses adaptations. Bon, on va essayer d'enchaîner, histoire que ça dure pas des heures et des heures comme on est en train de le faire. Bon, dans les attentes, puisque c'est le prochain chapitre de cette soirée, dans les attentes 2022, j'ai vu que Quentin et moi avions renseigné Spider-Man Across the Spider-Verse. Est-ce que Quentin, tu veux en dire un mot ? Pourquoi tu attends ce film ? Parce que j'ai tout simplement adoré le premier. Enfin, pour moi, c'est le meilleur film Spider-Man que j'ai vu, clairement. Et j'en suis profondément amoureux. Et j'ai très très hâte de voir ce qu'ils peuvent faire de nouveau sur ce médium-là, qui est pour le coup un Spider-Man en film d'animation. Je suis d'accord. Moi, j'avais adoré le premier. De toute façon, je l'avais mis dans un top. Je sais plus si c'était du coup 2020 ou 2019 c'était, mais non, clairement là je trouve qu'il y avait un renouveau, puis ça changeait de l'animation qu'on était habitué à voir avec actuellement, que ce soit avec les Disney, les DreamWorks ou avec Sony Pictures, puisque tout à l'heure tu parlais des Mitchells ou je sais pas quoi, c'est ça dont tu parlais tout à l'heure. C'est Sony Pictures. Bref, mais c'est vrai que moi aussi je l'attends à ce niveau-là, mais je voudrais donc peut-être passer rapidement dessus, à part si Antonin veut réagir, mais c'est vrai que à part cette attente-là, je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus, si ce n'est que le premier est un putain de chef-d'œuvre déjà. Mais moi je suis surtout hypé, putain, par le retour du Master of Destruction, du Master of Disaster, le grand, l'unique, l'allemand, Roland Emmerich. Ah, je pensais que t'allais parler de Keanu Reeves. Non, mais ça on en parlera tous les trois, puisqu'on l'a tous les trois cités dans nos attentes. Mais Antonin, parle-nous de cet Allemand qui est le seul que tu tolères en tant que germanique. Non mais, vous me faites passer quand même pour quelqu'un de relativement... voilà. Bon, alors que c'est pas du tout le cas. Mais, parce qu'il y en a un autre d'allemand que je tolère, il s'appelle Karl Marx. Voilà. Non, plus sérieusement. Non, ben oui, c'est Emmerich qui revient tout faire péter, et j'attends ça avec impatience, puisqu'il y a des gens qui font péter des trucs sans classe, comme des gens qui réalisent des films Transformers, et puis il y a des gens qui font péter des trucs avec classe, comme ce cher Roland Emmerich, voilà. Tout à fait. Et vraiment, comme je disais à Quentin avant l'émission, je disais, j'avais jamais été hypé par simplement un titre de film et le nom du réal. C'est-à-dire que t'as Roland Emmerich et le titre du film c'est Moonfall. Et je pense que tu peux pas faire plus high concept que ça. Le titre t'explique ce qui va se passer. Et du coup, c'est bon, je suis hypé, j'ai envie de voir la lune tomber sur la Terre. C'est tout, point barre. Ça s'arrête là. Montrez-moi ça. Shut up and take my money. Clairement, c'est Roland Emmerich qui était chez lui pendant le confinement. Il savait pas quoi foutre. Il a regardé par la fenêtre. Il a vu la lune. Il a fait, tiens, et si je la faisais tomber sur la Terre? Voilà. Et puis voilà. Et puis il a fait un film avec ça. De toute façon, Roland Emmerich, il balayerait son regard dans la pièce autour de lui, il trouverait 100 scénarios. De toute façon, je pense. Qu'est-ce que je peux faire exploser ? C'est ça, qu'est-ce qui pourrait tuer des gens de façon massive ? Attends, il faut que je rajoute des monuments historiques connus à exploser dans les bandes annonces, mais sinon, ouais, tout est explosable en soi. La lune va forcément tomber sur les États-Unis. Ah ouais, je pense que c'est vrai que là ils ont pas de chance, c'est pas de bol. Les États-Unis, il y a vraiment un truc avec eux. Je pense qu'il y a une espèce de convergence, tu vois, voilà, il faut que la science nous aide à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ils se tapent tout sur la gueule, les invasions d'aliens, 2012, ce genre de choses. C'est quand même compliqué pour eux, quoi. Mais je pense que le prochain coup, il va faire exploser le soleil. Je vois pas ce qu'il peut faire d'autre après, quoi. Après, il fait exploser la Terre, mais le film se termine au bout de 5 minutes. Mais mais en parlant de faire tout exploser, transition, vous allez voir, impeccable. John Wick 4. Je crois qu'on attend tous comme des petits fanboys. Je ne suis pas sûr, honnêtement, qu'il y ait beaucoup de choses encore à raconter sur John Wick. Et malgré tout, je l'attends. Parce que Keanu Reeves, parce que je veux des enfants de cet homme-là.
Antonin, je sais pas, un mot sur John Wick 4? Oui, mais si c'était réalisé par Denis Villeneuve, ce serait... mais bon, je suis pas sûr du style du coup, parce qu'il y aurait un truc, tu vois, c'est un peu comme l'escrime dans Dune, c'est-à-dire que il faut être à la fois lent et rapide. Il y a un truc qui collerait pas, je pense. Mais non, mais oui, je suis très très hypé par John Wick Chapter 4. Et on n'a pas besoin de Denis Villeneuve pour contempler Keanu Reeves botter des culs. Effectivement. Quel que soit le réal. Je crois que cette soirée commence à durer trop longtemps. Moi, je ne peux plus. Je vois des Keanu Reeves qui dansent autour de moi. Il est temps de mettre fin. Non, mais c'est vrai que John Wick, je trouve que c'est une très bonne saga d'action des années 2010-2020. Une des meilleures. En termes de mise en scène de l'action / bagarre, en tout cas. Bien sûr, pour pas être comment dire, européocentré, en tout cas, enfin occidentalo-centré en Occident. Après, je sais très bien que le cinéma asiatique et encore hongkongais n'a jamais attendu John Wick pour faire du cinéma aussi nerveux. Mais en tout cas, nous, notre point de vue, occidental, on n'avait pas eu, je pense, de saga comme ça depuis un moment. Et c'est vrai que c'est assez rafraîchissant. Avec un second opus qui était peut-être en deçà des autres, mais le 3 avait largement, à mon sens, remonté la barre, même si, bon, ils avaient dû avoir une sacrée note de vitrier compte tenu du nombre de vitres qui étaient explosées tout au long du film, et bon, ça en faisait un très bon film. J'avais l'impression qu'il y avait quand même un cycle qui avait été accompli avec les 3 films. Je suis pas certain de savoir de ce dont ils vont parler dans le 4, mais écoute, je suis personne pour juger avant de voir sur pièce. Donc je verrai. Je verrai ce qu'il en est, et vous aussi. Moi je propose, alors avant d'aborder la 4e attente qu'on avait plus ou moins en commun, je voudrais juste citer quelques films parce que la dernière attente nous permettra de faire la transition vers le débat que nous allons aborder. Je voudrais juste signaler que l'année prochaine, effectivement, Antonin, tu l'as renseigné, il y a Avatar 2 qui va sortir, il y a le prochain opus des Hôtels Transylvanie, il y a également Babylone, on l'a dit. Je voudrais juste signaler une petite chose que absolument personne n'attendait, et j'ai quand même envie de le dire. Il y a Jackass Forever. En 2022, les Jackass se reforment et font leur dernier film. Est-ce que c'est pour le bien de l'humanité ou pas? Je vous laisse juge de cette information. Simplement, Jackass, moi c'est un truc que j'ai découvert complètement sur le tard et pas du tout dans mon adolescence comme beaucoup de gens. Et les souvenirs que j'ai de Jackass, ils sont très récents. Et surtout, ils sont en ta compagnie, notamment Antonin, quand on était en colocation, et que j'ai des souvenirs embrumés de rhum, notamment du rhum Charrette ou de Isotier, et nous buvions ces bouteilles de rhum en regardant Jackass et en se disant que finalement on était très bien dans un canapé plutôt que en buvant la sueur de son pote, et je sais pas, il y a un côté nostalgique chez moi qui me fait putain, je pense que je suis assez con pour aller voir Jackass Forever en salle. Bah, c'est vrai que clairement, il y a un côté, il y a un trip régressif là-dedans. Après, c'est vrai que je me dis, est-ce que ce serait pas le Jackass de trop? J'ai envie de dire, tout Jackass est un Jackass de trop. C'est ça. Mais est-ce que celui-là, ça serait vraiment pas celui de trop? Je veux dire, il y a quand même déjà eu des morts. Il serait peut-être temps de prendre sa retraite quand même, quoi. Bon, alors j'ai envie de dire, il y a eu un mort en dehors du tournage. Tu sais, le mec horrible qui relativise tout. Mais effectivement, je crois que c'est celui qu'on appelait Bam. Bam, il est mort parce qu'il conduisait à 200 km/h sur l'autoroute avec sa bagnole et qu'il s'est tué, quoi. Je dis pas que c'est bien, que c'est tant pis, que c'est machin. Je dis juste qu'effectivement, bon, le tournage en soi aurait très bien pu causer des morts, il ne l'a pas encore fait. Vivement le 4e opus pour voir un mort en live. Putain, je suis en train de partir complètement en live là, excusez-moi, je retire tout ce que j'ai dit. Non, mais voilà, c'est juste que j'ai envie d'un truc régressif. Et bien sûr que j'espère que tout ça s'est bien passé et où se passera bien, je sais pas où ils en sont dans le tournage ou quoi. Et quand je vois ce que Johnny Knoxville avait fait il y a pas si longtemps, hein, c'était Bad Grandpa. Il s'était qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était complètement pété le nez pendant le tournage parce qu'il avait fait des cascades vraiment absurdes. Il s'était vraiment de façon ultra violente pété le nez.
et il disait que c'était affreux pour lui parce que genre pendant les temps qui ont suivi, il portait donc une attelle sur son nez et tout. Et en fait, il s'était vraiment fracturé jusque au-dessus de l'œil. Et attention, je fais un petit disclaimer pour ceux qui sont sensibles. Johnny Knoxville racontait que après le tournage, pendant les semaines qu'on suivit, quand il éternuait trop fort, son œil sortait de son orbite. Parce qu'il avait fracturé de façon vraiment violente tout le contour de son orbite et que c'était horrible parce qu'il devait aller chez le médecin très souvent et qu'il devait se retenir d'éternuer. Voilà, j'espère que vous appréciez cette anecdote et qui va nous permettre de passer à la suite, si ça vous va. Je sais pas quoi faire de cette anecdote, franchement. Oui, passons à la suite, parce que vraiment là je me dis, mais quel intérêt. Alors Je suis peut-être un vieux boomer, mais... Alors passons à la suite, mais... Alors, pour passer à la suite, j'ai envie effectivement d'introduire déjà le prochain débat, puisque, pour citer Antonin, et je vous donnerai son adresse si vous allez, si vous souhaitez le caillasser, Antonin a donc dit finalement, je le cite, Harry Potter aurait dû s'arrêter avant les Animaux Fantastiques, il faut laisser les franchises mourir. Et donc, Attente 2022, il y a effectivement les Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore, qui sort en 2022. Antonin, explique-nous en 3 parties pourquoi tu es un hater sans goût. Ah, c'est petit ça. Alors, non mais, bon, il faut quand même recadrer un peu les choses. C'est toi, Corentin, qui m'a dit toi-même, qui m'a fait remarquer d'ailleurs que dans les Animaux Fantastiques, il y avait parfois des incohérences par rapport aux règles de l'univers de Harry Potter. Et ce que je me disais, c'est que, effectivement, vu l'univers que c'est, est-ce qu'on peut surajouter à chaque fois des nouvelles couches, des nouveaux longs métrages, sans fatalement, à un moment, venir taper sur la cohérence de l'univers? Et je pense pas que ce soit possible. Et c'est pour ça que je dis qu'il serait peut-être temps, finalement, d'arrêter les frais, parce qu'il y a un petit côté... soit tu meurs en étant le héros, soit tu vis assez longtemps pour devenir le méchant. Et j'ai envie de dire, je pense que les gens sont un peu prisonniers de cette franchise, parce que c'est une franchise qui les rend nostalgiques, parce que c'est une franchise qui a été importante pour tout un tas de personnes dans leur construction, et je pense que pour notre génération particulièrement. Et je pense qu'il serait peut-être temps de laisser les choses aller. Voilà, je ne suis pas pour l'euthanasie, mais quand même, à un moment, il faut laisser les gens partir sans faire de l'acharnement thérapeutique. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça qu'on fait avec les Animaux Fantastiques. Voilà. Bon, clairement, t'es le mec qui débranche son grand-père s'il y a l'héritage au bout, d'accord? Ben écoute, on l'aura. C'est tout ce que je retiens de ton intervention. Non, je plaisante. Non, vraiment, je vois très bien ce que tu veux dire avec ça. Mais toi, Quentin, quel est ton point de vue? Parce que j'ai vu que tu l'avais mis aussi en attente, 2022. Toi, tu portes quel regard sur cette nouvelle saga de l'univers Harry Potter, de l'univers étendu? Moi, je considère pas que c'est quelque chose qui aurait dû s'arrêter, au contraire. Enfin, j'avais véritablement adoré le premier opus. Enfin, vraiment, je sais qu'il est beaucoup décrié par des fans et des moins fans d'Harry Potter, mais vraiment, j'avais adoré. Je trouvais que le film était très mature. À la fois qu'il y avait cette partie un peu sombre qui était plutôt bien traitée. Et par contre, c'est pour ça que j'ai fait une petite intervention là-dessus en rigolant tout à l'heure. J'ai été très déçu par le 2. Que j'ai vu du coup qu'une fois, alors que le 1, j'ai dû le regarder peut-être 5 ou 6 fois. Oh, putain, tu te fais chier dans ta vie. Pardon, excuse-moi, ça m'a échappé. Non, mais c'est pour vous dire à quel point je l'avais quasiment après chaque rétrospective Harry Potter, je crois que j'enchaînais avec les Animaux Fantastiques. Et le 2, j'avais été vraiment très très déçu. Je voyais pas où il voulait nous emmener, il faisait traîner tout. Enfin, vraiment, j'avais été très déçu et je le place quand même en attente parce que je me dis que je sais pas si ils vont rectifier le tir ou s'ils vont proposer autre chose, mais en tout cas, c'est un univers où je trouve qu'il y a encore des choses à raconter. C'est pour ça que pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, Antonin. C'est un univers où il y a encore des choses à raconter, il y a encore plein de choses à explorer. Il y a plein de, c'est un peu une forme d'univers étendu, hein. Qui a des choses à raconter, c'est un fait.
Est-ce qu'elles ont un intérêt, par contre? Voilà. Non, mais... Non, alors moi c'est pareil, je suis assez d'accord quand même avec Quentin, c'est-à-dire que je pense que il faut pas faire... je ne t'accuse pas de faire de l'intégrisme culturel, mais c'est vrai que un univers tel que celui d'Harry Potter, il a, je pense, vocation à être rétendu, un peu comme celui de Star Wars. Mais, et ça oui, il y a un gros mais, c'est qu'effectivement, il faut l'étendre de la bonne manière, sans faire spécialement du fanservice, en créant... Ah mais ça on est d'accord. Voilà, et c'est vrai que Voilà, est-ce que... Bon, les animaux fantastiques, bien sûr, abordent... Est-ce que les animaux fantastiques avaient besoin d'aller lorgner du côté de son histoire anglo-saxonne? Je sais très bien que Norbert Dragono, au départ, est anglo-saxon et vient aux États-Unis faire ses études, etc. Mais n'empêche que, pourquoi l'histoire se déroule pas de ce côté-là, plutôt que d'aller, encore une fois, nous ramener à Poudlard, nous ramener à l'enfance de Dumbledore, enfin, en tout cas sa jeunesse, pardon, nous ramener à tout ça, et j'ai l'impression que ça aurait pu être détachable. C'est là où je suis un peu partagé. Du coup, tu viens de me gâcher la surprise. Je savais pas du tout que j'ai pas vu de bande-annonce où je me suis pas du tout intéressé. Mais t'es con quoi, le 2 il parle de ça, je parle du 2 là. Ah oui, pardon. T'es sûr que tu l'as vu 6 fois du coup parce que... Attends, déjà je parle du 2 et puis de toute façon le 3 s'appelle Les Secrets de Dumbledore. Pardon mais excuse-moi, c'est pas une bande-annonce. c'est pas... Je dis le titre du putain de film. Je vis dans ma grotte depuis un moment. Non mais vraiment il y avait aucune... tu sais, il essaye de repérer chez moi les moments où je spoil pour essayer de faire, tu sais... Et toi aussi t'as spoilé, alors qu'en vrai j'ai spoilé 3 fois, toi t'en as spoilé 144, tu vois, si on est en train de faire un score. Donc je me dis, bon, je suis pas sûr que le match, Quentin, il est perdu. Tu ne rattraperas jamais ton retard. Il y a les bons spoils et les mauvais spoils. Non, là c'est un terrain glissant, très très glissant. Bon écoutez... Non, excuse-moi, vas-y, continue. Elle est audacieuse celle-là quand même, je l'aurais pas tenté, personne. Bon, non mais voilà, c'est vrai que je suis un petit peu, il y a un petit côté les animaux fantastiques, tu sais, c'est un peu comme si c'était une galaxie, on va dire il y a la galaxie Harry Potter, tu vois, et t'as tout un système à l'intérieur qui est Harry Potter, la saga principale, et de l'autre côté t'as les animaux fantastiques, mais tout le système Harry Potter est tellement massif d'un point de vue, voilà, enfin, est tellement massif qu'il attire vers lui les animaux fantastiques, et c'est un peu ça, parce que je trouve ça dommage de... Putain, enfin oui, les secrets de Dumbledore, etc., c'est pas inintéressant, à la rigueur, et là je fais des gros guillemets que vous ne voyez malheureusement toujours pas, je serais d'accord pour des spin-offs, éventuellement, tu vois, pourquoi pas. Mais les animaux fantastiques, c'était l'occasion de partir ailleurs. Ah, c'était le cas du premier ? Exactement, non mais je suis d'accord, c'était le cas du premier. Et justement, Norbert Dragono, dont le nom me casse les pieds. Et pourtant, encore une fois, je suis pas un défenseur de la VO, mais c'est juste que c'est vrai que passer de Newt Scamander à Norbert Dragono, tu alourdis quand même le nom. Après, c'est comme ça que ça a été traduit dans Harry Potter, puisque c'était l'auteur du bouquin. Oui, mais parce que ça avait du sens d'un point de vue littéraire, d'un point de vue cinématographique, quand le nom est prononcé, ça a peut-être moins de sens. Mais bon, peu importe, on s'en fiche. Ça, c'est pas la faute du traducteur du tout. Hein. Mais bon. On s'en fout, on passe à autre chose. Bah si. Non mais voilà, et si tu veux, je me dis que ça aurait été intéressant. Moi j'avais envie de voir d'autres mondes. En fait, les animaux fantastiques pour moi c'était une invitation au monde magique. Et au départ on partait sur les États-Unis, en plus pas de siècles avant, mais de décennies en avant. Et je trouvais ça intéressant de voir en plus le monde magique, comment il fonctionnait à cette époque-là. Et j'aurais adoré voir en fait une espèce d'Indiana Jones avec Norbert Dragono qui va en Afrique récupérer tel animal fantastique, inconnu, bizarre, particulier, dangereux, le voir aller en Océanie et puis ou en Australie en tout cas, en Nouvelle-Zélande, je sais pas, peu importe. Mais si tu veux, c'est ça qui m'aurait plu, c'est ce côté un petit peu globe-trotter, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est les animaux magiques. Et finalement, quand tu vois le titre, les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore, en fait, le titre résume le problème de cette nouvelle saga. C'est qu'elle n'arrive pas, j'ai l'impression, à se détacher de la saga principale. Et encore une fois, ça fait
ça fait de l'anglo-saxo-centré. On a le sentiment que toute la magie se passe là-bas, alors que non, putain, il y a Beaubaton, non, il y a Darmstrang, je me souviens plus, Darmstrang, voilà, à l'est, etc. Il y a plein d'écoles de magie, il y a des écoles de magie en Afrique, il y en a partout, il y en a en Asie, et c'est ça qui est génial, c'était de s'imaginer ce monde-là, et je trouve ça effectivement dommage que la suite prenne cet angle-là, alors que c'était plutôt la place de spin-off. Finalement, je comprends pas ce que vient foutre là les animaux fantastiques. Il y a de ça, c'est-à-dire que j'ai vu des fanfictions plus innovantes que les animaux fantastiques. Ouais. Les animaux fantastiques premiers, c'était vraiment ça. C'était y chercher ces putains d'animaux qui se sont échappés et on va les découvrir avec lui. C'était rafraîchissant, c'était bien. Déjà dans le deuxième, t'avais un petit côté forceps, t'avais un petit côté... Putain, mais en fait, ils deviennent une espèce de justification pour le nom du film, mais déjà, t'as plus de mal à comprendre quel est le rapport entre Norbert Dragono, qui est quasiment quelqu'un qui est autiste, enfin, je le dis avec toutes les pincettes du monde et pas du tout pour... Mais quelqu'un qui, voilà, a l'air, enfin, dans son comportement, dans ses passions, dans son obsession des animaux et quitte à se mettre en marge avec les gens, ça en faisait un personnage super intéressant, mais qui ne vivait qu'à travers eux. Et nous, on ne demandait qu'une chose, en tout cas, en ce qui me concerne, c'était de vivre sa passion à travers ses yeux. Et en fait, non, on en revient à la saga principale, on en revient à l'histoire de Dumbledore, et je trouve ça... vraiment dommage. C'est là où pour moi le 2 s'est planté. Le 1 nous promettait un univers qui s'éloignait un petit peu. Déjà physiquement on allait ailleurs qu'à Poudlard. Le 1 nous promettait un univers complètement pas différent mais qui sortait un petit peu des sentiers battus et en fait avec le 2 on s'est complètement éloigné de cet esprit là, effectivement, ce rapport que le personnage principal entretient avec les animaux, quoi. Et c'est complètement dommage. On aurait pu aussi, enfin, on parle d'univers étendu, enfin, tu vois, alors je sais plus quel nom ça a. Enfin, je me souviens dans les bouquins, ils en parlent pas trop dans les films, mais tous les moments où Percy il est avec les dragons, tu vois, typiquement c'est un terrain qui aurait pu être exploré via cette saga aussi, quoi. Et on n'y est pas du tout. Enfin, il y a plein d'occasions d'explorer plein de choses. Et c'est vrai qu'effectivement, si on revient à Poudlard, si on revient avec la nostalgie un petit peu de... On va être sur une saga un peu comme la troisième saga Star Wars, la nostalgie, on revient à Poudlard. c'est dommage. Non mais c'est ça, c'est exactement ça. Et je pense qu'il y avait des manières effectivement il y avait des manières de rattacher la trame principale à des éléments de scénario qui sont liés à Harry Potter, la saga, etc. Mais il n'y avait pas besoin d'en faire presque, ouais, que ça vienne remplacer la trame principale. Tu disais Percy c'est celui qui travaille au ministère. Donc toi tu parles de... Il y a un des frères de Ron qui s'est barré étudier les dragons dans le bouquin. C'est pas Bill. C'est Bill, effectivement. C'est Bill, non ? Ouais. Bon, en tout cas, ouais, un des frères Weasley, mais il me semble bien que c'est Bill. Du coup, Bill, effectivement, c'était une bonne, comme tu dis, c'est une très bonne remarque, je trouve. Bill, c'était une bonne porte d'entrée pour lier l'univers principal à l'univers étendu, parce que c'est complètement logique, parce que Norbert Dragono peut complètement se rendre. Alors, je sais plus je crois qu'il est en Roumanie. Quand on le, ouais, il est en Roumanie, il peut complètement se rendre en Roumanie, étudier un dragon qui pose problème à une ville, par exemple. Et qui est en train de détruire la ville, etc. Et aller essayer de le canaliser tout en l'étudiant, etc. Et du coup, à ce moment-là, il fait alliance. Alors non, pas avec Bill, parce qu'ils sont pas de la même époque. Mais en tout cas, tu peux complètement, faire une espèce de petit clin d'œil en disant que, je sais pas, à ce moment-là, oh là là, les dragons, ils posent problème dans cette région du monde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un département de magie spécifique à ce truc-là, tu vois. Et tu supposes que Bill viendra plus tard dans ce truc-là. Peu importe, mais c'est ça qui aurait été effectivement intéressant. Et on a le sentiment qu'en fait, compte tenu de l'époque qu'ils ont choisi, les seuls personnages disponibles, c'était Dumbledore et c'était Grindelwald. Et du coup, ils se forcent à les utiliser. Alors qu'on s'en branle, en fait. On s'en branle. Enfin, je me branle pas de leur histoire, même si je l'ai déjà lu en roman. Mais je m'en branle dans ce contexte-là. Je vous... Encore une fois, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais moi, j'aurais été client d'un spin-off Dumbledore-Grindelwald. Il n'y a pas de souci. Mais un spin-off spécifique. Pas les animaux fantastiques. Qu'est-ce que ça a branlé avec ça ? Je comprends pas.
on va pouvoir pas tarder à conclure, puisqu'on a déjà la saga Harry Potter Harry Potter, putain, excusez-moi. Le chapeauté. Je pense que j'ai pas assez bu d'armée, je vais m'en resservir. On sera peut-être, c'est peut-être ça mon problème. Je suis déshydraté. La saga Harry Potter aurait-elle dû s'arrêter avec les animaux fantastiques? Ben moi, je suis finalement la réponse. Réponse un peu facile, c'est de dire oui et non. C'est-à-dire qu'en soi, non, il n'y a pas de problème à étendre un univers, mais de cette manière-là, on rentre dans le phénomène Star Wars où on a du mal à se détacher des familles principales, des noms principaux, de la saga principale. Donc oui, on a du mal à laisser mourir certaines franchises, c'est une certitude. Doit-on interdire Steven Spielberg de filmer des projecteurs en contre-jour? La réponse est oui. Maintenant, c'était le deuxième débat qu'on a déjà un peu abordé. Et enfin, puisqu'on a conclu nos attentes et qu'il restait ce dernier débat, et je vais laisser à nouveau Antonin ouvrir la parole, puisque c'était lui qui était à l'initiative. L'industrie du cinéma doit-elle envisager de mettre Tom Cruise en sommeil cryogénique? Donc, puisque c'est assez lunaire comme ça, je vais laisser Antonin s'exprimer sur ce sujet. Eh ben, c'est un peu pareil. J'ai vu qu'il y avait un Mission Impossible qui allait venir l'année prochaine. Et je me dis, est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter aussi, quoi? Parce que Tom Cruise, il a son âge quand même maintenant. Il a plus de 50 ans, ouais. Ouais, et il fait encore les cascades et tout, hein. Mais je me dis, j'ai l'impression que maintenant, en fait, par exemple, les Missions Impossibles, ils sont plus portés par comment? Ils sont plus portés par Simon Pegg, qui est un peu le comic relief, que par Tom Cruise, quoi. Je me demande s'il serait pas temps d'arrêter les frais aussi là-dessus, quoi. Voilà, parce que je sais pas si les dernières Missions Impossibles, ils apportent vraiment quelque chose en plus, quoi. Voilà. Bah alors je sais pas ce que t'en penses, Quentin, mais moi pour le coup je serais pas forcément d'accord, parce que je trouve que justement c'est les dernières Missions Impossibles que je trouve les plus intéressants. Si on nommait le tout premier de Brian De Palma, et comme je suis un Brian De Palma fanboy, j'avoue que j'aime beaucoup le premier, même s'il a pas mal vieilli en termes d'effets spéciaux. Je suis beaucoup moins fan de celui de John Woo et celui de J.J. Abrams, mais je trouve que justement à partir de Protocol Phantom et toute la suite, je trouve vraiment que Mission Impossible, ça se tenait, quoi. Les derniers opus, j'ai jamais été déçu. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Quentin. Ouais, moi, attends, il y a Raphaël qui fait de la musique à côté. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il a trouvé sa brosse et il tape sur l'étendoir. Voilà. D'accord. C'est son nouveau truc. Non, ce que j'en pense, moi je trouve que justement, je partage un peu le même avec toi. C'est une saga qui pour le coup je trouve assez stable. Enfin, à chaque fois qu'ils sortent un nouvel opus, je trouve toujours autant de plaisir à Raphaël. J'ai toujours autant de plaisir à les voir. Je trouve qu'ils sont réguliers. Enfin, pour le coup, c'est une saga qui est régulière. J'ai pas eu de déception en voyant un Mission Impossible. Après, si je te prends à la lettre, Antonin, l'industrie du cinéma doit-elle envisager de mettre Tom Cruise en sommeil cryogénique? Oui, on pose la question, mais du coup, quelle institution? Qui prend la décision de mettre Tom Cruise en sommeil cryogénique? J'imagine que, vu le personnage, ça va être l'église de Scientologie, mais... Oh, mais... Considère qu'ils font partie de l'industrie du cinéma. Ah bah oui. Non, mais... Ah mais si. Attends, excuse-moi, vous avez déjà vu After Earth? C'est... Oh mon Dieu, non mais quelle horreur. After Earth, attends mais mec, bon, Shyamalan, personne ne saura jamais pourquoi il s'est embarqué dans cette galère, parce que ça ne lui ressemble pas, c'est pas les thèmes qu'il est, enfin, à part la notion d'écologie, mais quand même, c'est pas un film de Shyamalan, et c'est complètement un film qui est à l'initiative de Will Smith, qui est qui fait partie de l'église de Scientologie, et ce film raconte une partie de la genèse de la Scientologie, qui est une œuvre de science-fiction, il faut pas oublier. C'est littéralement ça. Donc oui, je t'assure, tu peux lire complètement After Earth à travers la grille de lecture scientologiste, je sais pas comment dire, scientologiste, mais c'est fou. Donc oui, non, t'inquiète pas, le cinéma existe déjà. L'église de Scientologie a largement piraté le cinéma, et c'est pas tellement étonnant compte tenu du nombre d'interprètes, des acteurs qui en font partie. Voilà. Non, mais il y a de ça. Mais voilà. Mais d'ailleurs, tu parles de Will Smith.
Voilà, c'est pareil. Quand il a fait After Earth, est-ce qu'il aurait pas fallu débrancher la machine aussi? Je veux dire, voilà quoi. Il y a toujours, tu sais, c'est comme quand t'es en soirée et t'as le verre de trop. Eh ben, je pense que pour Tom Cruise, on s'en approche. Voilà, c'est ce que je dis. On s'approche du verre de trop. Ou ben après ça va mal se passer. Tu sais, j'ai envie d'utiliser une métaphore absolument fine et vraiment, vous allez voir, délicate. Quand t'es aux chiottes, soit tu utilises un papier hygiénique, donc un morceau de ton rouleau de PQ, soit tu t'essuies et tu te rends compte qu'il t'en faut un de plus, soit t'en prends un de plus et tu te rends compte qu'il t'en fallait un de moins. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est qu'une fois que tu as passé cette étape-là, une fois que tu as utilisé celui de trop et que tu te rends compte, ah c'est bon, j'ai le cul propre, c'est parce que tu as remarqué que ton papier n'était pas souillé que tu te dis que j'ai le cul propre. Et bon, désolé pour cette métaphore tout à fait fine et élégante, mais c'est pour dire que j'attends de voir le prochain opus pour savoir si c'était celui de trop. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on est obligé d'attendre, parce que pour le moment, je trouve que effectivement Mission Impossible se tenait, et le dernier opus m'a pas du tout déçu, au contraire, en termes d'action, parce qu'on parle bien de film d'action, et Tom Cruise s'est complètement reconverti. Je veux dire, pour quelqu'un qui a commencé presque par pas presque, il a commencé par du cinéma d'auteur aussi, et a notamment tourné avec Kubrick pour son dernier, pour son Chant du Cygne. Oui, non, mais c'est sûr que de Eyes Wide Shut à Mission Impossible, il y a quand même du voilà. Ah ben voilà, il y a une marge. Et encore, tu vois, quand tu commences Mission Impossible avec Brian De Palma, il met dans Mission Impossible ses propres questionnements, ses obsessions, ses gimmicks, etc. Mais effectivement, quand tu termines, avec, je me souviens plus du nom du réalisateur actuel, mais t'es plus dans le actionneur. Mais n'empêche que on parle souvent du actionneur des années 90, mais là, je trouve que Tom Cruise et son réalisateur ont imposé un code de ce que c'est le actionneur des années 2020. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Et pour le moment, en termes d'action, c'est extrêmement satisfaisant. Peut-être plus que le sont pour certains les Fast and Furious et tout, parce que au moins les Missions Impossibles essaient de tendre vers une espèce de cohérence, vers une espèce de vraisemblance que je trouve assez bienvenue. Ben écoute, on verra. J'ai envie de dire, l'avenir nous dira qui a raison. Mais si on change l'acteur principal et que la saga continue, je suis pas sûr de son avenir. Oui, mais ça a été tenté. Je veux dire, les Triple X, c'était un peu ça. C'était l'idée de dépoussiérer un peu avec des nouveaux acteurs. Bon, ils ont fait des choix malheureux, malheureusement, quand ils ont essayé de lancer cette franchise-là. Parce que bon, prendre un acteur qui a peur de son ombre pour jouer dans qui a peur de son ombre. Voilà. Le sens de la formule. C'est ça. Alors, je voudrais bien, juste, il y a un truc qui me fait toujours marrer à citer, c'est que tu parles de Triple X, je voudrais juste signaler qu'effectivement Triple X, je pense que son réalisateur, en tout cas, était convaincu de créer la nouvelle franchise à la Mission Impossible. En tout cas, c'est à peu près contemporain de Mission Impossible, donc plutôt à la James Bond des années 2000. Et parce que c'est quand même un auteur qui nous a ravis grâce à ses productions, comme le premier Fast and Furious, le film Daylight, ou encore La Momie 3, La Tombe de l'Empereur Dragon, qui est vraiment... qui est un nanar, hein. Enfin, voilà, c'est un truc exceptionnel. Et donc Triple X, ce qui est marrant, c'est que le réalisateur, que je n'ai pas encore cité, qui s'appelle Rob Cohen a une estime de lui-même qui est gigantesque. Et je vous assure, allez checker sur YouTube des making-of ou des interviews. Le mec, il est lunaire. Et je vous assure que ce que je vais dire est réel. Dans le making-of de Triple X, Rob Cohen dit: avec ce film, j'ai pensé Picasso, j'ai voulu aborder mon film de manière cubiste. Je sais pas à quel moment, alors je ne prétends pas être un expert du cubisme. Bah, disons que ça s'est pas senti dans le film, en tout cas, quoi. C'est-à-dire que je sais pas où est le cubisme, mais moi je l'ai pas vu. C'est probablement parce que j'ai une culture non légitime et inférieure à Rob Cohen, mais ça me fait beaucoup rire de me dire que le mec il te sort en interview, mais dans le plus grand des calmes, j'ai fait un film cubiste. Je trouve ça formidable.
Bon, écoutez, on a bien débattu, je pense qu'on a abordé tous les sujets. Pour répondre à la dernière question, donc l'industrie du cinéma doit-elle envisager de mettre Tom Cruise en sommeil cryogénique? La réponse étant, préparez la nacelle, mais attendez le prochain Mission Impossible. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Préparez le caisson de stase, et une fois le film sorti, il sera temps d'aviser. Voilà, par contre, pour Will Smith, la question est tranchée, vous pouvez direct. Pourquoi t'es pas content du film de Ang Lee comment il s'appelait Gemini Man? Je l'ai pas vu, donc je sais pas. Et ce qui est sûr, c'est que le fils de Will Smith, il ne faut pas, par contre. Hein, ça, c'est... Bon, bah écoutez, voilà, on va terminer ce débat sur les films de 2021 et les attentes 2022 avec Will Smith, hein, que nous recommandons de mettre en état de stase. Sur ce, donc nous allons arriver sur le bilan de cette émission. J'avais envie de rappeler très succinctement peut-être les chiffres de la chaîne Explo, encore que ce soit pas forcément le plus intéressant. Cette année, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, voilà, parce que on est tous les trois éloignés les uns des autres, que voilà, qu'on est tous très pris dans notre travail et qu'on n'a pas spécialement pu cette année, notamment pour l'un de nous trois, en raison de la venue d'un être vivant, on n'a pas pu spécialement se consacrer à 200% à la création de vidéos. Bon, depuis l'année dernière, en fait, il n'y en a eu que 4, si je compte pas... Enfin, si je compte 2021, du coup, Cinéma 2020 est sorti en 2021, donc il y a eu 3 vidéos Cinéma 2021 et 4 vidéos qui ont suivi, dont je suis personnellement assez content. Je trouve que voilà, elles sont assez cool. S'il y en avait une prochaine qui devait sortir, c'était sur le thème de Noël, et c'est pas du tout sûr que j'arrive à la faire, compte tenu du temps qui me reste. Donc c'est pas grave, mais en 2022, comme chaque année, je vais dire si là on est ultra motivé, on va en sortir plein, on est à donf. On fera ce qu'on peut avec le temps qu'on a et les moyens qu'on a. Voilà, comme ça au moins c'est clair. En tout cas, malgré tout, puisque quand même notre nombre, même si ça reste évidemment une crypto-chaîne, malgré tout notre nombre d'abonnés ne cesse de grandir pour atteindre bientôt les 500 abonnés. On a quelques vidéos qui dépassent régulièrement le millier de vues, voire beaucoup plus pour l'une d'entre elles, et ça fait quand même malgré tout plaisir, et je me dis que à notre tout petit niveau on touche un public très restreint, mais ça fait quand même plaisir. On voit quelques commentaires qui fleurissent par-ci par-là, et c'est toujours plaisant d'y répondre. Donc voilà, en ce qui me concerne, et je pense que c'est le cas pour vous aussi, moi je laisse pas tomber ce projet-là, j'ai envie de construire des trucs, ça viendra, quand on aura le temps et quand on aura envie de faire un sujet et de le traiter de manière correcte. Voilà, et moi c'est tout ce que j'avais à dire, donc je vais vous laisser vous exprimer, et puis bon, Quentin, pour ne pas rompre la tradition habituelle, on va laisser terminer par Antonin, donc je te laisse la parole pour conclure cette émission qui était fort sympathique. Oui, alors... Attends 2 secondes, il y a Déborah qui m'appelle. Je crois qu'il y a un problème avec Raphaël. De toi, là, il a ouvert le placard et il a cassé un truc de pesto. Donc, Bon, j'arrive. L'urgence m'appelle, je suis désolé. Antonin, ce qu'on sait ce soir, c'est que la famille Roman ne mangera pas de pâte au pesto. Qu'est-ce que vous faites de cette information qui vient de tomber? It's Justin. Et ils ne mangeront pas de pâte au pesto, contrairement au personnage de Lucas dans à peu près tous les repas, puisque effectivement, comme l'a souligné Quentin, il mange ça à chaque fois. C'est à en croire qu'il développe des carences au bout d'un moment. Pour ce qui est du bilan de l'année, eh bien je te rejoins sur tout ce que tu as pu dire. Je dirais que finalement, l'année 2021 a été un peu comme un pot de pesto renversé par un bambin. Elle a été cassée, elle s'est étalée un peu trop, elle était verte, et puis surtout, elle a été très difficile à nettoyer. Donc, à partir de là, je pense que on peut s'arrêter là et se souhaiter le meilleur pour 2022, même si je ne suis pas forcément très optimiste, puisque Avatar 2 va sortir. Mais bon, je pense que c'est un symptôme de l'époque, nous vivons la fin des temps. Et cette fin des temps fait naître des monstres, malheureusement. Donc,
Je vous souhaite à tous le meilleur, de rester droit dans vos bottes et puis surtout de ne pas renverser des pots de pesto par terre, parce que c'est compliqué à nettoyer.